Bonjour mes amis intuitifs. Eh bien, chose promise, chose due, voici votre divination de la rentrée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'exercice, comment ça se passe? Eh bien d'abord, vous formulez votre question, vous trouvez une question, quelque chose qui vous titille, ou tout simplement une question, même si ça ne vous titille pas, ben maintenant voilà, vous pensez à une question. Et puis, plutôt, vous la faites ouverte, c'est-à-dire que ça commencera par comment, de quelle façon, pourquoi, plutôt qu'une question fermée, celle qu'on appelle les questions fermées, c'est-à-dire dont la réponse est oui, non. Là, c'est vraiment, comment dire, une façon d'avoir une réponse plutôt difficile. Bon. Donc, moi, je vous conseille plutôt de faire une question ouverte. Ensuite, vous choisissez intuitivement un nombre entre 1 et 13. Une fois que vous avez votre question, hop, 1, 4, 7, 8, enfin, ce qui vous passe par la tête. Et vous allez voir ce qui est dit à propos de l'image correspondante. Voilà. Donc, vous allez avoir après le passage de chaque image, à partir de quel moment elle passe. Donc, vous allez voir et ensuite, vous faites le lien avec votre question. Nous passons à la première image, la numéro 1. Il s'agit de Nelson Mandela. Alors pourquoi j'ai choisi cette image? Déjà en premier, number one, comme je dis, parce que pour moi, Mandela, c'est vraiment l'incarnation du courage, comment dire, du courage et puis de la bienveillance, parce qu'il est resté, je crois, pratiquement 27 ans, je crois qu'il est resté 27 ans en prison, et alors on aurait pu penser qu'à la fin de 27 ans d'incarcération, dure, dans les geôles sud-africaines qui étaient vraiment très très dures, alors privé de liberté pendant 27 ans, à la fin, hop, peut-être qu'on aurait pu, oui, comme je dis, penser qu'il allait vouloir se venger, qu'il était aigri, en colère. Eh bien, c'est quelqu'un qui... Alors, il a appris quelque chose en prison. Il a appris probablement le fait que le pardon, c'est très très important, le pardon. Et à sa sortie, eh bien, il n'en a pas voulu. Il a essayé justement, au contraire, de rassembler tous les Sud-Africains, aussi bien les Noirs que les Blancs. Bon, je sais que c'est politiquement, on ne peut pas dire ni noir ni blanc, mais enfin, c'est une réalité. Donc la race blanche et la race noire, enfin tous les gens qui ne s'aimaient pas trop, là, dans l'Afrique du Sud. Et il a essayé de fédérer, et il a en partie fédéré sous sa houlette les tensions raciales, et parce que les gens ont vu en lui un modèle, et moi je vois aussi en lui un modèle. C'est pour moi l'incarnation du courage, de la bienveillance, et puis justement de cette capacité énorme. Pour moi, c'est cette capacité énorme, après avoir tellement souffert, après avoir tellement subi de torture et tout, eh bien cet homme-là a su pardonner. Donc je dirais que le maître mot, ou les maîtres mots de cette image, c'est le courage, la bienveillance et surtout le pardon. Voilà, ça c'est très important, et c'est un homme qui peut être un modèle dans le monde entier, quel que soit notre pays, quelle que soit notre race, notre couleur de peau. Eh bien, ce sont des valeurs qui font partie des valeurs de notre mère la Terre, si je puis dire, de l'humanité. Pardon, de l'humanité, et il représente pour moi, voilà, quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer aussi. C'était un appui, et les personnes qui l'ont élu président de la République sud-africaine ne s'y sont pas trompées, puisque effectivement ils l'ont choisi, et il ne s'est pas vengé, ni il n'a pas émis non plus de colère, et c'est pour ça qu'on l'a reconnu mondialement comme un homme exceptionnel. Pour moi, c'est vraiment un homme exceptionnel. Donc, c'est l'image numéro 1. Alors, nous avons ici Cendrillon. Alors, Cendrillon, parce que c'est aussi c'est pratiquement universel aussi. Il y a dans toutes les cultures du monde entier, il y a toujours, comment dire, dans les contes et légendes, bien sûr, dans leurs contes et légendes, mais il y a toujours dans ces contes et légendes de tous azimuts, si je puis dire, là encore, quelle que soit notre couleur de peau et notre culture, eh ben, il y a toujours quelqu'un qui est gentil, et puis qui est, comment dire, ou brutalisé, ou
asservie, où il y a des gens méchants, hein, alors une marâtre, hein, voilà, elle c'est sa marâtre et les deux sœurs, donc qui profitent de sa vulnérabilité, elle ne sait pas se défendre, elle ne peut pas se défendre. Et puis, c'est aussi Cendrillon, c'est aussi, comment dire, la revanche, hein, c'est un peu David contre Goliath, c'est-à-dire que finalement, sans rien chercher, eh bien, elle a perdu son soulier, bon, elle a eu quand même la chance de perdre ce soulier, et puis de rencontrer donc son futur mari, qui sera le prince qui va la chercher, et donc la trouver. Donc c'est aussi par rapport à ce soulier qu'elle perd, elle est bon un peu éperdue, elle se dit mon Dieu mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai perdu mon soulier, etc. etc. Et moi ça m'éveille aussi maintenant en la voyant, vous savez, parfois il nous arrive des choses difficiles, de grosses difficultés, et on se dit, mon Dieu, mais on s'en sortira jamais, c'est pas possible. Mon Dieu, mais comment c'est possible que j'arrive à voir la fin de tous ces problèmes? Et puis on se rend compte, après coup, hein, on se rend compte, quand on fait le retour sur notre vie, eh bien, on se rend compte que ce qui nous a paru vraiment difficile, quand on était dans l'œil du cyclone, hein, parce que effectivement, des fois, on est dans l'œil du cyclone, eh bien, ça s'avère quelque chose de positif. Alors, je m'explique, c'est parce qu'on avait des choses à comprendre, des choses à rectifier, et puis parce qu'on s'est sorti plus fort d'une difficulté ou de quelque chose qui nous est arrivé et qui n'a pas été, on peut dire, très sympathique, on va dire. Donc Cendrillon, c'est aussi la revanche des gens maltraités, hein, face à l'injustice, face à la difficulté. C'est la revanche, voilà, c'est la revanche, mais dans le bon sens du terme. Ne jamais perdre espoir, parce que finalement, il y a toujours, on dit toujours que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, eh bien c'est aussi ça, Cendrillon, c'est ne jamais perdre espoir. Et puis il y a cette question de temps. Là, il faut faire attention, il fallait qu'elle fasse attention, hein, parce que effectivement, si elle passait les minuit, bon, bah, voilà, ça y est, elle se retrouvait dans la citrouille, là, enfin, elle se retrouvait dans une sale position. Donc, il était important pour elle d'être vigilante par rapport à l'heure, par rapport au temps. Donc, les personnes qui ont choisi aussi cette image, enfin le numéro 2, le nombre numéro 2, le chiffre, eh bien c'est important de donner du temps au temps, de prendre le temps. La notion de temps est très importante. Donc peut-être que vous êtes dans une situation difficile et puis vous vous dites oh mon Dieu, comment je vais m'en sortir? Eh bien ce n'est qu'une question de temps, ça viendra. Tout comme Cendrillon qui vient d'un point qui sait attendre, je dirais. Hein. Mais c'est surtout aussi, alors le maître mot, c'est ne jamais perdre espoir. Voilà, ne jamais perdre espoir. Alors, la numéro 3, c'est Wolfgang Amadeus Mozart. Alors, Mozart, pourquoi j'ai choisi Mozart? D'abord parce que j'adore Mozart. Le Requiem de Mozart, pour moi, c'est d'une beauté absolue. Alors, je sais, c'est un Requiem, c'est pas trop drôle, mais pour moi, c'est vraiment la réussite la plus... Enfin, pour moi, hein, la réussite absolue de Mozart. Et donc, c'est Mozart, je me suis souvenu vous savez, du film de Milos Forman, on voyait un Mozart absolument déchaîné, très, comment dire, impudique à la limite, qui se fichait un peu, comment dire, de se mettre bien avec les notables. Donc Mozart, c'était quelqu'un de, comment dire, très nerveux aussi, hein, il était nerveux. Alors, quelqu'un qui, pour lui, c'était naturel de faire une musique absolument extraordinaire, mais il n'en avait pas trop conscience. Et puis, je dirais que les personnes qui ont choisi la numéro 3, il y aurait peut-être, je dis, un problème avec le père, hein, avec l'autorité paternelle, l'autorité d'une façon générale, parce que Mozart avait un père qui était vraiment pas rigolo, hein. Donc, et qui avait mis la main basse sur lui, évidemment, et qui, lui, n'étant pas comment dire, un génie comme son fils, eh bien, avait pris sous sa coupe ce petit Mozart. Alors, Mozart, c'est aussi croire dans son don, il avait du génie, mais
Je l'ai choisi aussi parce que je me suis dit, ce sont des... Bon, souvent, nous n'avons absolument pas conscience des capacités extraordinaires que nous avons, des possibilités que nous avons, des qualités que nous avons. Et donc, on se... C'est un handicap finalement de ne pas donner libre cours à notre créativité, donner libre cours, même si c'est pas formidable, si vous peignez c'est pas formidable, si vous chantez que c'est pas bon super super, mais l'important c'est si vous aimez ça, faites ce que vous aimez, faites ce qui vous shoot, comme moi je dis toujours, vous voyez, ça c'est important, et puis de prendre conscience de vos capacités, de prendre conscience de tout ce dont vous êtes sûrement capable et peut-être vous ne croyez pas suffisamment en vous. Alors je dirais que pour ceux qui ont choisi le numéro 3, c'est croyez en vous, vous le pouvez. Vous savez comme faisait Obama, yes we can, et bien là c'est yes you can. Numéro 4, évidemment je ne pouvais pas faire comment dire, passer sans mettre un petit minou, hein. Vous savez que j'ai une grande passion pour les chats, et là c'est le roi des chats, c'est Bastet. Donc Bastet, c'était vraiment le chouchou des Égyptiens, si je puis dire. C'était un animal qui était un dieu, hein, un dieu. Donc là, on pourrait dire que sous le régime de... Enfin, au moment des Égyptiens, il se la pétait un peu, hein, Bastet. Parce que lui, il était considéré comme vraiment un super félin. Alors que quand on arrive au Moyen-Âge, eh bien, alors là c'est tout à fait le contraire. Non seulement on ne le met pas sur un piédestal, mais on ne le met pas comme un dieu, mais en plus on le martyrise. Donc le chat pour moi c'est alors Bastet, hein, c'est pas n'importe quel chat. Bastet c'est vraiment aussi il résiste, hein, il résiste. Il y a la flexibilité du chat. Bon, le chat il retombe toujours sur ses quatre pattes. Il y a donc cette flexibilité, comment dire, ce pouvoir de se réinventer, de toujours retomber sur ses pattes, sur ses jambes, dans votre cas. Et puis, vous voyez, là, il est très à l'écoute. Il est quand même, il se la pète un peu. Oh, faut dire, il se la pète un peu parce que bon, tout de même, tous les Égyptiens se prosternent devant lui. Et c'est aussi, quand on voit tous les dessins aujourd'hui de chats, les dessins humoristiques, c'est toujours l'humain, hein, c'est l'humain, c'est lui qui domine, c'est lui qui commande, et puis l'humain, bon, bah lui, il le sert. Bon, c'est aussi, vous voyez, alors à la différence du chien, qui est complètement baba devant ses maîtres, le chat, lui, c'est différent. Il se la pète un peu plus. Voilà, je dirais, pour résumer, il se la pète un peu plus. Et Bastet, c'était vraiment, voilà, il est là, toutes les oreilles bien ouvertes. Alors, il n'a pas de bacchante, hein, il n'a pas de vibrisses, mais il n'a pas de vibrisses, de moustache, mais il est très attentif. Donc, je dirais que là, c'est un chat il reste sur son quant à soi, il est attentif, il fait très attention, il ne se précipite pas dans n'importe quoi, parce que précisément, bon, il a cette possibilité de bondir. Et puis, il ne ferait pas avec n'importe qui. Hein. Bastet, c'est quand même, c'est pas n'importe quel chat. Donc, je dirais que le maître mot, c'est être attentif et faire attention avec qui on sort, avec qui on a de l'amitié, enfin, ou de la pseudo-amitié. Le maître mot, c'est faites attention avec qui vous sortez ou avec qui vous êtes en affaires, tout simplement. Alors, numéro 5, Sherlock Holmes. Alors, Sherlock Holmes, c'est pareil, c'est vraiment... le monde entier connaît Sherlock Holmes dans tous les... comment dire, dans tous les pays du monde, hein, il y a toujours le Sherlock Holmes, je crois que c'est devenu un mot du langage de n'importe quelle langue, hein, français, portugais, espagnol, italien, allemand, anglais bien sûr, c'est venu, bon, celui qui fait très attention, celui qui fait, vous voyez, alors c'est un peu, bien sûr, c'est comme Hercule Poirot, hein, d'Agatha Christie, mais là, Sherlock Holmes, c'est quelqu'un qui fait très très attention aux détails aussi, qui fait marcher sa matière grise, quelqu'un qui est très attentif à ce qui se passe,
aux ambiances, à des choses que les autres ne voient absolument pas, mais lui, Sherlock Holmes, il se rend absolument tout de suite compte de ce qu'il y a, et puis il additionne, hein, 2 et 2, et nous, ça nous laisse, on se dit, mais comment il a pu trouver ça? Donc c'est comment dire, l'incarnation, là, on pourrait dire, du mental, des facultés extraordinaires de notre mental, d'observation, l'observation, la déduction, c'est vraiment, on voit les choses à la loupe et il faut les voir aussi à la loupe pour peut-être voir les choses, ne pas en rester à l'apparence, à ce qu'on voit au premier abord, mais prendre notre loupe, c'est-à-dire regarder avec attention tout ce qui peut se passer et ne pas se précipiter. Vous voyez, Sherlock Holmes, c'est le contraire de la précipitation, c'est le contraire de l'impulsivité. Non, non, mais c'est le mental dans toute sa beauté, parce qu'on a besoin de l'intuition, on a besoin aussi du mental. Et Sherlock Holmes, avec lui, on est dans la déduction et puis dans l'observation intelligente. Vous voyez, c'est se servir de façon intelligente de notre mental. Ne pas aller à l'essentiel et regarder avec attention sans se laisser, comment dire, vagabonder à droite à gauche. Non, c'est vraiment, on prend une loupe et on regarde ce qui est essentiel. Donc je dirais, par rapport aux personnes qui ont choisi la numéro 5, le maître mot, les maîtres mots, c'est aller à l'essentiel. Numéro 6. Alors, c'est Venise. Alors Venise, pourquoi Venise? Parce que bon, c'est magnifique. C'est une ville qui est vraiment la cité des Doges, n'est-ce pas? C'est vraiment une ville qui enchante. Alors si vous n'y êtes jamais allé, eh bien je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Les palais sont absolument merveilleux. Comment dire, alors il vaut mieux y aller avec quand même un peu de sous, hein, faites des économies parce que la vie y est très très chère et même dans la moindre pizzeria, il vaut mieux avoir un bon compte en banque. Enfin, il vaut mieux que votre carte bleue soit approvisionnée. Voilà. Alors, les gondoliers, alors là c'est pareil, si vous allez sur une gondole, faites très attention parce que ça coûte vraiment un bras, un quart d'heure, un bras, une demi-heure, deux bras. Voilà. Mais ça a ce côté enchanteur, ce côté qui est c'est magique, hein. La ville est absolument magique. Mais voilà, alors ça c'est pour les personnes qui ont choisi cette image, enfin ce chiffre, ce nombre 6, eh bien je dirais que c'est aller vers ce qui est beau, vers l'art. Si vous êtes un artiste ou une artiste, eh bien continuez, hein, allez-y. C'est vraiment ne pas aussi s'attacher à ce qui est extérieur, parce que la ville est merveilleuse au premier abord, et c'est vrai, c'est vraiment extraordinaire, n'importe quel petit coin a une histoire. Malheureusement, l'eau sape comment dire, les fondations de enfin sur les rives de toutes ces maisons, et des gens nous disaient, enfin il y a des palais absolument magnifiques, et les gens nous disaient que c'était très très difficile d'entretenir ces maisons, parfois il fallait monter un étage parce que l'eau gagnait. Donc c'est une lutte que les Vénitiens sont toujours, et la ville de Venise, ils sont toujours en train de lutter contre ce qui fait leur richesse et qui en même temps peut causer leur perte, parce que je veux dire, il y a comment dire, de gros travaux qui sont faits tous les ans. Et moi, quand j'y suis allée, c'était au mois de novembre. Et alors ça, c'est un mois qui n'est absolument pas recommandé pour aller visiter Venise, parce que c'est ce qu'ils appellent, enfin, c'est les courants, je sais pas quoi. Il y a souvent des inondations. Alors nous, de façon extraordinaire, il n'y en a pas eu. Mais juste après, quand on est parti, effectivement, il y a eu de grands mouvements d'eau. Et alors, les rues étaient inondées. Alors, ils ont, entre-temps, construit, ils parlaient, je ne sais pas s'ils l'ont fait, de construire comment dire, des espèces de digues, oui, pour justement éviter que l'eau sape de cette façon cette ville magnifique. Alors, je dirais que pour les gens qui ont choisi cette carte numéro 6, c'est
l'appareil, ne pas se fier aux apparences. Faites très attention que peut-être quelque chose qui vous paraît magnifique peut malgré tout avoir des, comment dire, quelque chose qui peut ou vous saper le moral, ou vous porter préjudice sans que vous ne vous, sans que ça en soit apparent. Hein. Apparemment, tout paraît très bien, mais il y a des choses il faut faire attention, à être vigilant. Voilà, je dirais, soyez vigilant. Voilà, c'est les maîtres mots. Alors, on arrive au statut de l'île de Pâques, les Moai. Alors, les pépères, là, comme je dis, les Moai. Alors, il y en a 1000. Hein, ils ont été construits apparemment entre 1485 et 1500 et des brouettes, ou 1610 ou 1615. Au moment d'Henri IV, chez nous, en France. Et alors, ils sont là. De nouvelles études montreraient, je dis bien montreraient, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi elles ont été édifiées, et que surtout comment elles ont été édifiées. Elles seraient à la place de... elles auraient été édifiées à des endroits d'une certaine fertilité. Il y a un lien entre la fertilité du sol et puis ces statues qui seraient à des points stratégiques. Alors on se demande comment elles ont été élevées, d'abord comment elles sont solides, hein, je peux vous dire que c'est du solide, elles vous regardent, si elles ont un aspect quand même un peu, elles sont impressionnantes, hein, sans aucun doute, c'est impressionnant, et puis surtout, on se demande là, elles sont face à la mer, hein, évidemment puis c'est une île, donc elle est entourée d'eau. Alors ils regardent au loin, c'est comme s'ils disaient on protège quelque chose. On a le sentiment que ce sont des protecteurs, ils sont là très, très sérieux, et ils protègent les habitants de l'île de Pâques, pardon, et puis ils sont là donc pour... oui, pour protéger, c'est comme et puis ils ont la connaissance aussi. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est comme s'ils avaient une certaine connaissance ou une connaissance certaine. Alors peut-être du terrain, peut-être des choses. Et puis, mais on ne sait pas pourquoi. En réalité, elles ont été érigées. Il y a beaucoup comment dire, d'idées qui sont données par rapport à ça. Mais en réalité, en vrai, on ne sait pas. Alors je dirais que pour les personnes qui ont choisi la numéro 7, il y a comment dire, alors c'est de la sécurité, ils sont là pour impressionner les foules, hein, pour impressionner les gens qui voudraient peut-être entrer ou envahir l'île de Pâques. J'ai le sentiment que quand on arrivait devant ces gugus, là, comme je les appelle, bon, ils tiennent quand même les gens en respect, hein, je veux dire, ils impressionnent. Donc je dirais que donc, pour les gens qui ont choisi la numéro 7, il y a un côté impressionnant. Je dirais, vous impressionnez, peut-être que vous tenez à distance, peut-être que votre accès n'est pas facile, peut-être que vous donnez une impression qui n'est pas peut-être celle qui est là à l'intérieur de vous. Donc le maître mot, c'est attention, pas touche. Alors, la numéro 8, c'est le Père Noël. Alors, le Père Noël, même si on sait aujourd'hui que le Père Noël est devenu comment dire, c'est très commercial, hein, ça, on sait très bien que c'est vraiment une question de gros sous aussi, mais je veux dire, la période de Noël, avant que ça devienne aussi mercantile, si je puis dire, il y a au siècle passé, hein, au XXe siècle, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, moi je me rappelle de mon premier... arbre de Noël, et puis bon, il y en a eu beaucoup, évidemment en France, c'était la... D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de choses pour acheter, on était content avec ce qu'il y avait, hein, surtout dans les années 47, 48, 49, on était déjà content d'avoir... un sapin et de pouvoir l'illuminer. À l'époque, c'était pas des trucs électriques, c'était je me rappelle, c'était des bougies. Alors, il fallait faire aussi très attention que l'arbre ne prenne pas feu. Hein. Il fallait faire très très attention. Alors, le Père Noël, c'est aussi à cette époque-là, en principe, je dis bien en principe, que c'est une période où on devrait être dans la paix, les gens devraient faire la paix, c'est une période un peu spéciale où on se sent quand même heureux, on se sent, alors pour ceux qui ont effectivement de la famille, mais moi j'ai mis cette photo vraiment
dans l'esprit de Noël, de la fête, de la réunion. On se fait des cadeaux, mais bon, c'est pas mercantile, on pense à l'autre, on soutient l'autre. On est content qu'il y ait cette trêve, ce qu'on appelait avant la trêve des confiseurs, c'est-à-dire que, bon, au Moyen-Âge, c'était la trêve des confiseurs, il y avait pas d'attaque, voilà, c'était, on ne s'attaquait pas, hein, entre châteaux, entre châtelains et tout ça, on ne s'attaquait pas. Donc c'est aussi la trêve des confiseurs. Bon, je sais bien que, et on sait bien que les dîners ou les déjeuners de famille sont souvent l'occasion de réunions pas très agréables, mais cette image, moi je l'ai mise dans l'esprit justement de cette communion, hein, de la communion de nous humains, entre nous, et puis d'être bienveillants par rapport aux autres. Pour moi, c'est important, la bienveillance. Je sens que c'est vraiment une des qualités les plus importantes. C'est la bienveillance, c'est faire attention à l'autre, s'occuper de soi, bien sûr, parce que si on ne s'occupe pas de soi, on ne sait pas s'occuper de soi, on ne peut pas s'occuper des autres. Bien, je veux dire bien. Et donc voilà, il y a le Père Noël, et puis pour les enfants, c'est un moment d'émerveillement, un moment de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce on va avoir comme cadeau. Bon, c'est mercantile, c'est commercial, soit. Mais les enfants sont tellement contents, ils se disent oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va y avoir. Puis nous aussi, on pense aux autres. Ah voilà, ça lui ferait plaisir et ça aussi. Donc, on est dans la rencontre avec l'autre. Aller à la rencontre. Voilà, ça c'est le maître mot de la numéro 8, c'est aller à la rencontre, être prêt à la rencontre, ou aller à la rencontre de l'autre, ou être dans la bienveillance pour l'autre. Voilà, ça y est. C'est être dans la bienveillance pour l'autre. Alors, numéro 9, alors ça c'est aussi un de mes personnages préférés, c'est Gandhi. Depuis toute petite, j'ai été fascinée par Gandhi. Bon, alors j'ai accompagné évidemment l'indépendance de l'Inde, puisque je suis née en 44, mais je veux dire, très jeune, je me suis passionnée pour Gandhi. Bon, alors quand je vous dis très jeune, j'avais quand même une dizaine d'années. Il n'y avait pas la télévision, enfin, ou très peu, pas comme aujourd'hui. Et cet homme m'a toujours fasciné. Quand on voit qu'un petit bonhomme comme ça, parce qu'il était très frêle, hein, il a parcouru en long, en large et en travers l'Inde dans la non-violence, hein, puisqu'il était non-violent, donc il a réussi quelque chose d'absolument extraordinaire. Enfin, quand vous lisez Kipling, quand vous lisez toutes les histoires du colonialisme, bon, là je parle des Britanniques, mais autant pour nous, les Belges, les Allemands, les Hollandais, les Français, hein, faut pas se leurrer. Là, c'était quand même le Commonwealth, c'était quand même quelque chose. Et là, lui, par sa seule force, sa force de volonté, une volonté sans faille, hein, il n'a jamais failli, il a été incarcéré je ne sais combien de fois, et juste ce petit bonhomme a su lutter. Alors là vous allez dire que c'est vrai, j'adore le David contre Goliath. Pour moi, ça représente quelque chose de très important. Les petites gens, comme on dit, hein, comme souvent on appelle, celui qui finalement n'aurait pas, on lui aurait pas donné de sous, et bien celui-là, ce petit bonhomme-là, il a réussi ce que beaucoup de peuples dans le monde n'ont pas réussi, c'est-à-dire par la non-violence, il a réussi à donner l'indépendance à son pays. Alors, on sait que sa grande douleur, ça a été quand le Pakistan a fait scission, mais de toute façon, peu importe, dans la mesure où, moi voilà, c'est cette volonté, alors on peut dire, c'est pas de la passivité, mais oui, c'est la force, comment dire, la force sans pareil. Là, il avait en tête de l'indépendance de son pays. En plus, il luttait aussi pour les intouchables. Donc, on sait à quel point les intouchables étaient vraiment. Alors, je crois que lui, c'était un intouchable, mais écoutez, là, j'ai une faille, hein, peu importe. Mais je veux dire, c'est ce combat qu'il a mené contre l'Angleterre, la Grande-Bretagne, et qu'il a gagné, puisqu'il a réussi à donner, enfin, à amener son pays à l'indépendance. Je dis, il a fait preuve alors là, vraiment de vaillance, de bravoure aussi, hein, de bravoure, un courage incroyable, déterminé aussi, une détermination sans faille, et puis
le succès. Il n'a jamais douté qu'il pouvait l'atteindre. Il a été souvent mis en cage, hein, puisque dans les jours britanniques, mais il n'a jamais abdiqué de son idée. C'est donc le maître mot de ceux qui ont, ou de celles qui ont choisi le numéro 9, c'est soyez persévérants. Si l'objectif est bon, vous l'atteindrez. Je dirais, soyez persévérants, vous obtiendrez ce que vous désirez. Alors, la numéro 10, je l'ai mise parce que je trouve ça très drôle, un ovni, on dit c'est un ovni. Alors les personnes qui ont choisi cette carte, enfin ce nombre, numéro 10, je dirais, ou c'est parce que vous êtes un ovni, c'est-à-dire vous avez des idées absolument différentes de celles des autres, vous n'êtes pas dans le moule, hein, vous n'entrez pas dans le moule, et donc on peut vous croire que vous êtes un ou une hurluberlu, mais c'est ou alors l'autre face, c'est que vous avez un peu peur justement de sortir du cadre et d'être considéré comme un ovni, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a des idées bizarres, tout ça, excentriques, comme vous voulez. Donc je dirais que l'ovni, pour moi, un ovni, bon, d'ailleurs je crois aux soucoupes volantes. Enfin, je crois aux soucoupes volantes. Je crois surtout que le monde, notre univers, il y a, il y a d'autres terres. Enfin, on n'est pas tout seul dans l'univers, c'est ça que je voulais dire. Donc, on n'est pas tout seul. On n'a pas encore trouvé le moyen d'entrer en communication avec ces peuples, sûrement, avec ces autres univers, ces autres terres, entre guillemets, occupées, mais effectivement, c'est obligatoire, enfin pour moi, c'est obligatoire. Donc je dirais que pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 10, il y a quelque chose qui est lié à exprimer ses idées, exprimer vos idées. Alors pour ceux qui sont déjà des ovnis, eh bien ne pas avoir peur précisément d'être un ovni et d'avoir des idées originales, d'aller au bout de vos idées, et puis de sortir du cadre. C'est-à-dire, voilà, admettre, accepter que vous avez des idées et que c'est aussi valable qu'autre chose. Et puis pour ceux qui ne sont pas des ovnis, eh bien je dirais, allez au bout de ce que vous êtes réellement, de qui vous êtes réellement, osez. Voilà, je dirais que pour ceux qui ne sont pas des ovnis, hein, c'est-à-dire qui ont un peu peur de dire des choses, de faire des choses, d'aller au bout de leurs rêves, etc., ou d'entrer dans un moule, tout simplement, eh bien, je dirais, allez-y, osez. Et puis pour ceux qui sont déjà des ovnis, eh bien, alors peut-être aussi, les ovnis font un peu peur. Hein. Les gens, on leur dit, ouais, des ovnis, bon, ça n'existe pas. Alors des fois, on peut mettre en doute qui vous êtes et vos idées, mais c'est pareil, là encore, soyez qui vous êtes. Alors évidemment, sans faire peur aux gens, parce qu'il y a peut-être une façon aussi de dire les choses, de faire les choses, mais soyez qui vous êtes, allez au bout de vos rêves, osez et encore oser. Finalement, le maître mot, c'est oser, et pour ceux qui sont déjà des ovnis, faites peut-être soyez peut-être un peu plus diplomate. Il y a la curiosité aussi, hein, il y a le côté curieux, le côté aventurier, le côté regarder en l'air, c'est-à-dire bien observer ce qui se passe aussi, voir ce qui se passe, et communier avec l'univers, tout simplement. Donc, oser, voilà, oser pour les non-ovnis, et pour les ovnis, eh bien, allez au bout de vos rêves. Alors là, le 11, c'est un chevalier. Alors, ceux qui me suivent savent enfin, ceux qui me suivent sur le blog depuis déjà plus de 10 ans, ou au moins de temps, savent que je suis passionnée par deux choses. C'est par l'histoire et puis par les chats. J'adore les chats. Et oui, et aussi la lecture. Ah oui, encore en plus. Bon, finalement, je suis passionnée par tout un tas de choses. Mais je suis surtout passionnée aussi par le Moyen-Âge. Alors là, j'ai choisi le chevalier. Pourquoi? Parce que c'est, pour moi, la chevalerie, c'est, bon, il y avait les chevaliers avaient des valeurs et puis défendaient l'ordre de chevalier. On dit, oh, c'est un chevalier, on dit un gentleman, hein, on dit en portugais, on dit c'est un chevalier.
c'est la traduction. En France, bon, maintenant on dit, le mot anglais c'est un gentleman, mais c'est ça, c'est une personne qui a des valeurs, une personne qui combat ou qui lutte pour un idéal qu'il pense juste ou qu'elle pense juste. Donc le chevalier, pour moi, c'est quelqu'un voilà, qui a des valeurs et qui défend ses valeurs et qui n'a pas peur de les défendre, au risque parfois là les chevaliers c'était au risque de leur vie. Alors là, c'est aussi le chevalier qui part en croisade. Alors là, je dirais que le côté négatif du chevalier, c'est que effectivement, il partait en croisade pour une bonne cause, hein, pour soi-disant pour le tombeau du Christ qui était tombé aux mains des infidèles, mais en réalité, eux se conduisaient vraiment d'une façon atroce, puisque c'était des razzias, ils pillaient tout. Donc vous voyez, c'est un peu, il y a d'un côté, voilà, il y a les valeurs de la chevalerie, et puis d'un autre côté, ils pillaient, ils volaient, et puis d'autres choses encore pas très sympas. Donc c'est cette ambiguïté qu'il y a, ou cette dichotomie, je dirais plutôt, entre des valeurs que vous pouvez avoir et puis la façon dont vous agissez. Alors je dirais que le maître mot pour ceux qui ont choisi le numéro 11, le nombre numéro 11, c'est peut-être d'accorder, alors vous avez des valeurs bien sûr, et parfois ça peut être difficile d'accorder vos valeurs avec ce qui se passe, avec votre entourage professionnel, sentimental et tout. Donc il y a peut-être une difficulté entre vos valeurs, à accorder vos valeurs à le milieu ou les milieux dans lesquels vous êtes. Peut-être êtes-vous en but en ce moment à des choses qui ne vous conviennent pas et qui vont contre vos valeurs, contre qui vous va vraiment dans l'âme. C'est très important de faire attention à notre âme. On en parle beaucoup en ce moment, depuis quelque temps, hein, beaucoup d'auteurs parlent de l'âme, et effectivement, l'âme, c'est très important. Donc je dirais, le maître mot, c'est soyez en accord avec votre âme. Alors la carte numéro 11, c'est la Tour Eiffel. Alors, pourquoi j'ai choisi la Tour Eiffel? Bon, alors peut-être parce que je suis née à côté de la Tour Eiffel, mais surtout parce que c'est un phare. Hein. Aujourd'hui, on voit la lumière, on la voit de loin. Et puis, je trouve ça drôle parce que quand vous lisez l'histoire de sa construction, eh bien, Gustave Eiffel a eu beaucoup de mal déjà à imposer cette fameuse Tour Eiffel. Et puis après, elle devait être démolie, la Tour Eiffel. Donc, c'est très curieux que le symbole de Paris, hein, dans le monde entier, vous allez dans n'importe quel pays, Paris, on vous dit, la Tour Eiffel. Alors là, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, et dès que je dis Paris, la Tour Eiffel. Donc, c'est un symbole de Paris, alors que finalement, elle aurait dû être démolie, et les gens, quand elle a été construite, finie de construire, c'était comment dire, c'était horrible, on voulait la détruire, ça détruisait la beauté de Paris, etc., etc. Et aujourd'hui, ça fait vraiment, c'est le symbole de Paris. Donc je dirais que, pourquoi je l'ai mise? Parce que ça m'a éveillé ça, à ce moment-là, quand j'ai vu l'image. Je veux dire que parfois, des choses qui sont décriées, des choses qui sont honnies, hein, même, on va dire, qui sont détestées, eh bien, après, elles deviennent comment dire, l'incarnation aussi, on pourrait dire, de quelque chose de vrai, de quelque chose d'important. Je dirais, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 12, c'est n'ayez pas peur comment dire, de vous affirmer. Je ne dirais pas d'imposer, parce que quand on impose quelque chose, on ne s'affirme pas. Mais n'ayez pas peur de parler de vos projets, de ce pourquoi vous avez envie de lutter. Luttez aussi, luttez pour vos projets, luttez pour vos idées, parce que ce qui paraît aujourd'hui totalement peut-être aberrant à certaines personnes, eh bien, demain sera peut-être probablement la réussite ensuite de ce à quoi vers quoi vous tendez. Donc je dis que c'est vraiment, en plus c'est un symbole et puis on la voit de loin. Donc pour les personnes qui ont comment dire, choisi la numéro 12, n'ayez pas peur de vous montrer, n'ayez pas peur qu'on vous voit. Hein, sortez de votre trou, sortez, et puis, malgré les vicissitudes, malgré tout ce qu'on peut vous dire, n'écoutez rien, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, luttez pour, si
vous devez lutter, affirmez-vous et allez justement, n'ayez pas peur, montrez-vous. Alors je dirais que le maître mot, enfin les maîtres mots, c'est montrez-vous, montrez-vous, c'est pas oser là, mais c'est montrez-vous, je dirais aussi affirmez-vous. N'ayez pas peur de vous affirmer, parce que vous voyez, là on voit quand vous arrivez en avion à Charles de Gaulle, eh bien là, vous ne voyez qu'elle pratiquement. Alors, c'est pas, on ne voit pas l'Arc de Triomphe, on ne voit pas, on les voit bien sûr, mais on voit le Sacré-Cœur, mais c'est la Tour Eiffel. Quelque chose qui a été qui ne devrait pas exister, qui ne devrait pas être dans Paris, ben, finalement c'est devenu le symbole de Paris. Donc tous les gens qui étaient contre, ben, ils doivent se retourner dans leur tombe. Voilà. Donc montrez-vous. Enfin, la dernière c'est le gramophone. Alors, le gramophone, pourquoi j'ai mis le gramophone avec ces salons d'antiquité? Eh bien, le gramophone, je veux dire, c'est les temps anciens, hein, c'est la période. Alors, moi, je me souviens que mes parents me parlaient du gramophone. On avait un gramophone, on avait un gramophone chez nous, et puis les gens qui ont, la première fois qui ont entendu le son qui venait du gramophone, alors vous savez, c'était des disques de 78 tours, ça faisait ça, ça grassouillait un petit peu, ça grattait un petit peu, je dis, et en réalité, c'était quelque chose de miraculeux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Les gens, pour eux, c'était entendre un disque, entendre des voix, hein, parce qu'on entendait des personnes qui avaient enregistré, c'était absolument quelque chose de merveilleux, de magique, d'extraordinaire. Et là aujourd'hui, pourquoi j'ai mis aussi ce gramophone, c'est aussi pour faire le parallèle et pour terminer avec une note pour moi qui est très importante, c'est la gratitude. Parce que vous voyez, les gens qui... bon, moi je me souviens, quand mes parents me parlaient du gramophone, disaient, bah c'était... Oh là là, c'était pas les débuts du gramophone, mais quand il y avait ils allaient, bon, ils dansaient un peu la polka, des trucs comme ça, enfin des trucs anciens qui nous paraissent absolument aberrants aujourd'hui, enfin complètement has-been. Eh bien, ils étaient tellement heureux, pour eux, c'était ce côté merveilleux, ce côté magique, vous voyez, des choses. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a un peu perdu la magie des choses. Tout devient naturel, tout devient... bah oui, bah oui, on a un iPhone ou un smartphone, enfin peu importe. Ah ouais, on a le 7, ah bah on veut le 8, après on a le 10, après on a le 11. Je veux dire, ça devient... on a perdu la notion... on a perdu la notion du merveilleux, de remercier pour tout ce qui... Bah oui, tiens, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on se rend compte, comme ces gens qui écoutaient le gramophone, qui écoutaient les voix, vous savez, ou la musique, pour eux, ils entraient dans un monde absolument vertigineux, mais merveilleux, vraiment. Et ils étaient heureux, et je veux dire, ils n'étaient pas blasés. Oh, il devait y avoir sûrement des gens qui étaient blasés, il y en a toujours partout, dans tous les siècles, il y en a eu. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, est-ce qu'on remercie suffisamment? Vous vous rendez compte? Si Louis XIV revenait aujourd'hui, et puis il allumait l'électricité, alors là, il pèterait un câble. Il y aurait de quoi péter un câble. Parce que pour lui, ça serait de la sorcellerie. Bien sûr. Donc vous voyez, moi, pourquoi j'ai choisi cette image, c'était vraiment pour revenir à cette gratitude, remercier, la gratitude de pouvoir entendre par notre téléphone. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Vous êtes à 10 000 kilomètres et vous pouvez parler à votre grand-mère ou à votre petit-fils ou à votre petite-fille, votre oncle, votre mère, enfin peu importe. Vous pouvez, par le téléphone, par la télévision, on sait en temps réel tout ce qui se passe et c'est devenu normal. Et donc, voilà, je voulais finir sur cette note de gratitude, de remercier. Donc les personnes qui ont choisi la numéro 13, en plus c'est exprès que j'ai choisi le numéro 13, pour moi c'est un nombre magique, hein, c'est un nombre magique, le 13, 13 à table, vous savez, c'est pour moi de la bêtise. Eh bien, pour toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 13, je dirais, c'est le moment
de dire merci, de remercier pour ce que vous avez, plutôt que de regarder ce que vous n'avez pas. Hein, ça c'est très important, c'est vraiment donner de la valeur à ce que vous avez, plutôt que de regarder ce que vous n'avez pas. Parce que déjà, hein, l'électricité c'est extraordinaire, avoir l'eau courante c'est extraordinaire, et puis tout ce qu'on a aujourd'hui à notre portée chez nous en Occident, alors que si vous voyagez, je peux vous dire que c'est très différent. Donc je dirais que pour les personnes qui ont choisi le numéro 13, le maître mot c'est, ou les maîtres mots, ayez de la gratitude. Eh bien écoutez, je vous remercie du temps que nous avons passé ensemble, même si on ne sommes pas vraiment ensemble. Alors j'espère que vous avez vos réponses, et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ici sur YouTube ou sur mon blog. À très très bientôt.